Donc, pour commencer, je voudrais faire une petite définition générale de revenu minimum garanti. On a déjà vu un peu le revenu universel social, je vais faire mes mots. Le revenu minimum garanti, c'est sûr qu'il y a plusieurs noms, allocation universelle, revenu de citoyenneté, mais dans toutes les définitions, dans tous les termes qu'on utilise, il y a des facteurs qui reviennent toujours, c'est-à-dire c'est un revenu qu'on donne à l'ensemble d'une population sur un territoire, sans condition, sans égard à leurs besoins, à leurs activités, à leurs actions. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, vous avez droit à ce minimum qui est offert à tout le monde. Ce qui est étonnant avec le revenu minimum garanti, c'est de voir le spectre politique qui reprend cette idée-là. À titre d'exemple, il y a 2 partis politiques qui ont fait la proposition de mettre en place le revenu minimum garanti. Québec solidaire, vous n'êtes pas surpris, et l'ADQ. Donc, l'idée est à gauche et à droite, dans certains milieux, pour différentes raisons, bien entendu, se trouve à être séduisante. Donc, pour illustrer un peu l'idée un peu à l'extrême gauche et un peu à l'extrême droite, je vais prendre 2 penseurs qui ont réfléchi à la question du revenu minimum garanti. Donc, à droite, on va utiliser Milton Friedman, qui est un chantre du néolibéralisme, un libertarien convaincu, qui cherche un peu l'abolition de l'État. L'État devrait s'occuper de la sécurité et de s'assurer que les contrats soient respectés, mais c'est les seuls services que l'État devrait donner. Donc, pourquoi est-ce que Milton Friedman pense que le revenu minimum garanti serait une bonne idée, ce serait une avancée pour la société? D'abord, c'est pour réduire la bureaucratie et pour ensuite enlever l'ensemble des programmes sociaux. Donc, on a fait une liste des programmes sociaux qui pourraient être enlevés si on avait un revenu minimum garanti qui était dans une perspective d'émancipation et de vie décente. Mais lui, c'est pas là-dedans qu'il s'en va. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est on va donner un minimum à l'ensemble de la population et ensuite, ils pourront se débrouiller eux-mêmes avec leurs troubles, pour faire simple. Donc, on enlève absolument tous les programmes de soutien de dernier recours ou de soutien en général, mais on abolit aussi l'ensemble des services universels, l'ensemble des assurances auxquelles on a droit. Donc, si on prend, par exemple, l'assurance parentale, une famille ou une personne qui pense avoir besoin de l'assurance parentale à un moment donné dans sa vie doit magasiner pour trouver la meilleure assurance, cotiser, et ensuite, bien, elle est responsable d'obtenir cette assurance parentale-là, mais c'est son choix et sa responsabilité personnelle et individuelle d'aller vers chaque assurance qu'elle juge nécessaire. Donc, c'est la même chose avec l'assurance santé, la même chose avec l'assurance emploi, la même chose avec la retraite, peu importe quel service ou quel soutien vous pensez vouloir ou avoir besoin dans votre vie, c'est votre responsabilité personnelle de l'obtenir. Et puisque l'État vous donne déjà une base minimale, bien, l'argent que vous avez en surplus, bien, vous faites bien ce que vous voulez avec. De l'autre côté, on a André Gorz, qui lui est un penseur français, qui, lui, cherche plutôt à passer... En fait, sa proposition d'un revenu minimum garanti, c'est une critique du système capitaliste où la valeur des choses ne passe plus par le travail effectué. On a juste à penser présentement à combien gagnent les chefs d'entreprise, les dirigeants de banque, etc. Est-ce qu'ils travaillent vraiment plus d'heures qu'une personne à salaire minimum ou même un employé qui a un meilleur salaire que le salaire minimum? Est-ce que c'est vraiment ça qui crée la valeur? Non, on est rendu dans un système où c'est, oui, le pouvoir, l'imagination, la créativité, mais c'est plus quelque chose de tangible à laquelle on peut se raccrocher pour pouvoir déterminer la valeur des choses. Donc, rendu là, le lien entre temps travaillé, argent gagné ne tient plus. Il faudrait s'en émanciper et avoir un revenu de base universel qui est suffisant pour répondre aux besoins et ensuite laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais dans une optique où faire ce qu'ils veulent, ça va être faire des choses qui sont socialement utiles, on s'imagine. Parce que André Gorz aussi part de la prémisse avec laquelle je suis d'accord que l'être humain n'a pas une tendance vers la paresse, au contraire, une tendance vers l'activité. Donc, si on le libère du travail rémunéré, il va quand même s'impliquer, il va quand même avoir la possibilité de faire, par exemple, de l'art, des recherches scientifiques, de la philosophie, etc., mais aussi répondre aux besoins normaux d'une société. Donc, on se libère du système capitaliste, on se libère des relations basées sur les transactions d'argent et on se retrouve dans une société qui est complètement différente. Donc, dans les deux cas, tant avec Milton Friedman ou André Gorz, on parle de rupture complète avec le système actuel dans lequel on est.
Donc, ça, c'est mes grandes définitions. Bien entendu, quand on regarde les exemples d'applications ou les exemples de propositions à l'intérieur de notre système et à travers le monde, ça se situe un peu entre les deux. Pas mal tout le monde est d'accord qu'il y a certains programmes qu'il faudrait abolir, qui seraient remplacés par le revenu minimum garanti, que ça serait une réduction importante de la bureaucratie parce que les États se retrouvent à avoir beaucoup de bureaucratie. On parle aussi de permettre d'avoir un revenu digne et d'enlever la stigmatisation des gens qui sont sur l'aide sociale. Donc, c'est plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte dans les propositions qui sont faites et dans les exemples d'application. Exemple d'application parce qu'il existe des endroits, malheureusement, c'est surtout des projets pilotes, où on a mis en place un revenu minimum garanti. Je vais vous en présenter 3, puis en fait, je vous présente les 3 qui sont dans ma brochure. Fait que je vous les présente en ordre d'importance ou d'intérêt, je vais dire. Donc, le premier, c'est ce qui se passe en Alaska. En Alaska, vous le savez, ils ont des réserves pétrolières qui sont assez importantes, mais dans la fin des années 70, ils se sont dit, oui, mais ça ne sera pas infini, on a besoin d'avoir un fonds, une alternative pour s'assurer qu'on puisse avoir un État avec une bonne économie, même au-delà des réserves pétrolières. Donc, ils ont mis de l'argent de côté. Puis, en 1982, ils ont décidé de redistribuer le dividende. Donc, l'argent part des pétrolières, s'en va dans le fonds, part du fonds, se fait investir partout à travers le monde et aux États-Unis. L'argent qui est récolté à travers ces investissements est ensuite divisé de manière égale entre tous les habitants de l'Alaska qui ont passé au moins un an en Alaska, un an de janvier du 1er janvier au 31 décembre. Avec certaines conditions, les personnes qui sont en prison n'ont pas le droit de le recevoir. Les personnes qui ont été accusées d'un crime n'ont pas le droit de le recevoir. Bon, il y a des petites exceptions, mais tout le monde, de 0 à 115 ans, reçoivent le même montant année après année en fonction du dividende qui est sorti. Donc, plus il y a de personnes, moins la part est grande, mais en même temps, dépendamment des résultats sur les marchés, mais la part peut quand même s'agrandir. Donc, ce montant-là est versé une fois par année à l'ensemble de la population. Ce qui fait que ce sont des montants qui sont relativement faibles. On parle de entre 500 et 2000 $, ce qui, pour une année au complet, c'est un supplément qui est intéressant, mais c'est pas ça qui réussit à répondre à nos besoins de base. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça a un effet de rétention pour la population. Bon, c'est toujours agréable de recevoir un 1000 $, un 1200 $, et en plus, ça arrive juste avant Noël, donc c'est pratique pour les cadeaux de Noël, mais également pour les régions un peu plus éloignées où il n'y a pas nécessairement des secteurs d'activité économique, mais les gens sont attachés à leur région, sont attachés à leur village et décident de rester en se disant, bien, au moins j'ai un supplément qui m'aide à rester là où je suis bien en attendant qu'il y ait une diversification économique, en attendant qu'une entreprise puisse venir dans mon secteur et que je puisse me trouver un emploi. Donc, il y a quand même un facteur de... Ce montant-là donne le choix aux gens qui habitent en Alaska de cette manière-là. Par contre, là où est-ce que c'est moins intéressant, oui, le montant est faible, mais ce qui est encore moins intéressant, je trouve, c'est l'attitude des gens en Alaska face à ce montant-là, parce que l'Alaska, bon, on se souvient tous de Sarah Palin, c'est pas nécessairement la place la plus progressiste aux États-Unis, et ont décidé étant donné qu'il y avait tellement d'argent qui venait des pétrolières, de ne lever aucun impôt sur les revenus au niveau de l'État. Donc, l'État fédéral perçoit de l'impôt, mais au niveau de l'Alaska, il n'y a pas d'argent qui est perçu. Ensuite, au niveau de la taxation, il y a une faible taxation qui est faite sur certaines choses, par exemple la loterie, l'alcool, mais la taxe sur la consommation est très minime. Donc, les gens qui habitent en Alaska ont une relation avec l'État qui est l'État donne et c'est tout. Nous, on ne contribue pas. L'État nous donne les services et puis, l'État est redevable à nous, mais nous ne sommes pas redevables à l'État. C'est un peu la manière de fonctionner, ce qui fait qu'en 1999, il y a eu un référendum pour savoir est-ce qu'on pourrait, dans un contexte d'économie difficile, prendre l'argent du dividende et plutôt l'investir dans les programmes sociaux. Et la population, à 80 %, si je me rappelle bien, a dit non, ça nous appartient, c'est mon dividende, c'est une part que l'État me doit individuellement puisque, voilà, ça m'appartient. Donc, on voit que c'est quand même assez limité. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est l'exemple de la Namibie, donc en Afrique.
c'est le Basic Income Grant, et c'est un programme qui a eu lieu de 2008 à 2011. Donc, la Namibie est un pays en Afrique qui est très, très pauvre. C'est un des endroits, dépendamment des indicateurs économiques, où il y a la plus grande disparité entre les riches et les pauvres, où il y a le plus grand écart entre les deux. Puis, il y a un groupe de religieux, de syndicats, de groupes communautaires qui ont décidé d'essayer de mettre en place un revenu minimum garanti. Puis, pour faire un projet pilote, ils ont choisi 2 villages. Et au départ, les gens qui voulaient les aider leur ont dit: c'est un mauvais choix, ce village-là. C'est un village où il y a un très grand taux de chômage. C'est un endroit où est-ce que les gens qui n'ont plus rien à faire vont se retrouver. Taux de criminalité très élevé, taux de séropositivité très élevé, problème d'alcoolisme, problème de prostitution. Vous allez perdre l'argent. Vous allez juste comme investir l'argent là-bas, puis ils vont le boire, puis ils vont l'utiliser pour acheter de la drogue, puis finalement, c'est un bon projet, mais faites-le donc dans un village qui va bien. Mais ils n'ont pas écouté, puis ils ont décidé d'aller quand même dans les 2 villages. Et le projet a duré pour de vrai de 2008 à 2009, et ensuite, ils ont eu des problèmes de financement, donc ils sont passés à une phase un phase-out qu'on appelle, où ils donnaient un peu moins d'argent pour essayer de pas trop être brusque dans la fin des prestations. Et déjà, au bout d'1 an, les effets étaient assez importants. Il y avait une amélioration dans la cohésion sociale. Avant le Basic Income Grant, les gens ne se parlaient pas, les gens étaient méfiants les uns des autres à cause du taux de violence, à cause du taux de viol, à cause du taux de vol. Mais là, la méfiance est descendue, il y a eu un sentiment de communauté qui s'est développé un peu plus. Les gens à qui on donnait de l'argent, et là, on parle de montants très faibles. On parle de 100 $ namibiens par personne, et le taux de pauvreté alimentaire est situé à 128 $ namibiens par personne. Donc, c'est en dessous du seuil de pauvreté alimentaire, mais c'est donné pour, encore là, chaque personne, peu importe l'âge, de 0 à 65 ans ou à peu près, où ensuite arrivent les prestations pour vieillesse. Donc, à ce moment-là, les prestations du BIG s'arrêtaient. Donc, les personnes qui recevaient cet argent-là avaient enfin les moyens, avaient un montant supplémentaire qui leur permettait de faire encore là des choix, par exemple, quitter le village, prendre le transport en commun et se rendre en ville pour se trouver un emploi, chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et là, tout d'un coup, ils avaient un emploi, ou prendre cet argent-là, avoir une base financière qui leur permettait d'acheter de l'équipement, d'acheter du matériel pour partir leur petite entreprise, pour partir un commerce. Il y a des boulangeries qui sont ouvertes dans le village, chose qu'il n'y avait jamais eu. Les familles avec des enfants avaient les moyens d'acheter l'uniforme, de nourrir les enfants avant de les envoyer à l'école, ce qui faisait qu'il y avait un taux de scolarisation qui a augmenté, le taux d'absentéisme qui a descendu. Je pense que c'est pas mal les grosses affaires, les gros changements comme concrets, mais dans les changements sociaux, diminution de la prostitution, bien sûr, diminution des viols, diminution de la criminalité, diminution de la violence conjugale, et collectivement, les villages au complet, avec les commerçants, puis en fait tout le monde, se sont entendus pour fermer les bars les journées où le montant était distribué. Donc, seulement la journée où le montant était distribué, les commerçants, les propriétaires de bars étaient entièrement d'accord, et ça a eu vraiment un effet qui était assez important. Même chose pour la santé, ils avaient enfin les moyens d'aller à la clinique avant que la santé dégénère. Donc, vraiment un des bons succès. Bien sûr, il y a des critiques. Les critiques sont surtout, c'est un projet qui est très ponctuel, qui est très petit, sur une population petite. Si on l'agrandit et qu'on essaie de le donner au pays au complet, à ce moment-là, l'avantage comparatif va disparaître, les loyers vont augmenter, les gens vont arrêter de travailler, etc., etc. Mais en même temps, les effets concrets étaient tellement importants que juste de dire ça, sans même essayer de tenter de l'appliquer plus largement, je trouve ça un peu rapide. Mais on s'entend, le Québec, c'est pas la Namibie, c'est un contexte particulier, c'est un contexte d'extrême pauvreté. Ce qui m'arrive à mon dernier exemple, qui est l'exemple au Manitoba du Mincom, donc Manitoba, déjà un peu plus proche de la maison. De 1975 à 1978, je me trompe peut-être dans les années, c'est peut-être 74-78,
Fait que le gouvernement du Manitoba, en collaboration avec le gouvernement fédéral, ont décidé de mettre en place un projet pilote de revenu minimum garanti. Et à ce moment-là, ça s'appelait le MINCOM. Donc, l'ensemble du village, qui était autour de 2000, 3000, 5000 personnes, quand même une petite ville, petite localité au Manitoba, d'abord agriculture, surtout l'économie était surtout basée sur l'agriculture. Donc, l'ensemble des familles qui étaient dans cette région-là se retrouvaient à recevoir un montant pour compenser leurs revenus, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, pour avoir un minimum vital qui était à peu près au niveau de l'aide sociale au Manitoba dans ce temps-là. Donc, minimum vital, on s'entend, ce n'était pas nécessairement beaucoup d'argent, mais une des différences fondamentales avec l'aide sociale, encore maintenant, c'est que les personnes qui avaient droit à ce montant-là n'avaient pas besoin d'abord de liquider leurs économies et leurs actifs. Donc, on prend en considération que c'est une situation temporaire, on veut juste les aider à passer au travers. On ne se dit pas, débrouille-toi toute seule pour pouvoir t'en sortir, puis ensuite, quand tu vas avoir épuisé toutes tes ressources, bien là, à ce moment-là, on va venir essayer de vous aider. Donc, c'est pas ça du tout. Et c'est aussi une prestation qui vient compenser pour les gens qui sont des travailleurs pauvres, des gens qui, par exemple, leur culture ne va pas très bien une année, donc ils ont droit à un supplément. Ce qui fait aussi une chose qui était importante dans le programme de MINCOM, c'est que chaque heure travaillée permet une amélioration du revenu. Donc, la trappe à la pauvreté, l'endroit où on continue à travailler, mais on ne reçoit aucun argent parce que l'entièreté du salaire est déduite de la prestation, ça n'existait pas dans le programme du MINCOM. Donc, pendant cette période-là, puis aussi peut-être quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que des projets similaires ont eu lieu dans les années 70 aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment comme une conscience ou une idée qui circulait dans l'air du temps d'un revenu minimum garanti. Plusieurs personnes ont essayé. Les résultats étaient pas mal tous similaires, mais pour des raisons sociales, on a décidé de ne pas continuer avec ça. Donc, pour le MINCOM, ce qui est particulier, c'est qu'une fois que le MINCOM, le projet s'est terminé, les boîtes, il y a eu 1800 boîtes de documents qui ont été remisées sans être analysées parce que les gouvernements ont changé, les fonds n'étaient plus disponibles, donc on a juste mis ça dans un entrepôt et on a attendu de 1978 à 2007 où une chercheure du Manitoba a décidé d'analyser les données. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé d'abord que les seuls groupes qui ont vu leur temps de travail diminuer, c'est les mères de jeunes enfants et les adolescents. Dans les deux cas, pour se consacrer à des tâches qu'on pourrait dire socialement importantes, donc s'occuper de l'éducation de leurs enfants ou poursuivre leurs études. Pour ce qui est de la poursuite des études, on a des chiffres très clairs de la part de Mme Evelyne Forget, qui était la professeure d'économie en question, qui sont fascinants. Elle a regardé le nombre d'inscriptions en 12e année et elle a fait un rapport, elle a fait une proportion par rapport aux personnes qui étaient inscrites en 11e année. Donc, quel pourcentage de personnes qui étaient en 11e année l'année précédente ont décidé de poursuivre leurs études l'année suivante et on commence avant le MINCOM et on se termine après. Avant, la proportion est toujours en bas de les régions rurales du Manitoba et de Winnipeg. Pendant, on voit une augmentation augmentation tellement importante qu'en 1976, il y a plus de 100% des étudiants de l'année précédente qui ont fait leur 12e année. Ce qui veut dire qu'il y a eu un raccrochage, ce qui veut dire qu'il y a eu un retour aux études pendant le programme de MINCOM parce que les gens n'avaient pas besoin de travailler, donc étaient libérés de faire le choix de continuer leurs études. Au niveau de la santé aussi, parce que Evelyne Forget est une experte en économie de la santé, donc elle a regardé un peu les statistiques de ce côté-là. Là, j'ai essayé de vous expliquer ça. C'est un peu compliqué parce qu'elle a commencé par prendre des villages de taille similaire et de composition similaire pour avoir un facteur de référence dans la même période. Elle a pris la ville de Dauphin où il y avait le MINCOM et elle a regardé les taux d'hospitalisation pour blessures, pour maladies mentales, par exemple. Puis elle a regardé voir quelle était la variation des deux endroits pour voir est-ce qu'il y a des différences qui sont notables. Donc, Dauphin se retrouvait en bas avec des taux moins intéressants, des taux supérieurs d'hospitalisation tant pour les blessures que pour les maladies mentales avant la période de revenu minimum garanti. Ensuite arrive le revenu minimum garanti, le MINCOM, une baisse importante pour ensuite une légère remontée à la fin du programme de MINCOM pour rejoindre la moyenne des villages de taille similaire. Evelyne Forget juge que c'est 8,5% les économies qu'on pourrait faire avec un tel programme parce que
oui, il y a beaucoup de coûts qui sont associés à la pauvreté, mais un revenu minimum garanti ne va pas annuler l'ensemble de ces coûts-là. Il va encore y avoir des problèmes sociaux, mais il y a quand même 8,5 % d'économie en santé. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est grosso modo la plupart, les impacts les plus importants de ce programme-là, mais comme le gouvernement a changé, comme ça n'était plus intéressant, on a juste oublié ce projet-là avant 2007, et là maintenant, c'est un peu difficile de ramener ça dans les cartons. Aux États-Unis, les résultats étaient relativement similaires. Mères de jeunes enfants, adolescents qui travaillent moins, mais pour l'ensemble de la population, ça reste relativement similaire. Mais le gros problème aux États-Unis, c'était que la composition des ménages changeait. Avec un revenu minimum garanti pour l'ensemble de la population, il y avait une augmentation du taux de divorce qui a été remarqué aux États-Unis. Et ça, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être une bonne chose de savoir que les femmes ne sont plus obligées de rester dans un ménage qui est toxique, mais aux États-Unis, le mariage étant une chose plus que sacrée, ça l'a un peu tué le projet d'un revenu minimum garanti et on a préféré ne pas trop ébruiter les résultats de ces programmes-là. Donc, ça fait pas mal le tour des projets que je voulais vous montrer. Puis ça montre en fait que les impacts sur la population d'un revenu minimum garanti sont importants et dépassent largement simplement les facteurs sur l'emploi ou l'économie qu'on peut faire. Il y a des facteurs de cohésion sociale, des facteurs d'éducation, de santé. Il y a plusieurs indicateurs qui vont changer et c'est possible et ça fonctionne d'après les programmes que j'ai regardés pour ma brochure. Merci.